Je veux que l'intelligence artificielle fasse la lessive et la vaisselle pour que j'ai le temps d'écrire et de faire de l'art, et pas que l'intelligence artificielle fasse de l'art et écrive pour que j'ai le temps de faire la vaisselle et la lessive. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'intelligence artificielle. Et pour ça, je vais commencer par une citation que j'adore, qui est de Johanna Maciejewska, qui est autrice de science-fiction et vidéogameuse, qui dit ceci. « Je veux que l'intelligence artificielle fasse la lessive et la vaisselle pour que j'ai le temps d'écrire et de faire de l'art, et pas que l'intelligence artificielle fasse de l'art et écrive pour que j'ai le temps de faire la vaisselle et la lessive. » Et franchement, cette phrase, elle résume tout. L'intelligence artificielle, elle ne devrait jamais voler notre créativité, mais elle devrait, au contraire, nous libérer de ce qu'on pourrait considérer comme du trivial et nous permettre donc de briller de mille feux dans tous les espaces de créativité, de visibilité, de pouvoir dont nous pouvons nous emparer. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'entends trop de femmes autour de moi me dire « je résiste à l'intelligence artificielle ». Je résiste parce que tu vois, c'est mauvais pour l'environnement, c'est pas bon pour les emplois, oulala, quelle catastrophe sociale se prépare, etc., etc. J'entends beaucoup ça. Et en fait, ça me rappelle surtout une chose, c'est qu'au moment de la création de l'informatique, il s'est passé le même phénomène. L'informatique, on ne savait pas si ça allait être une réussite ou si ça allait être une plantée, ce qui fait que tout au début, c'est les femmes qui étaient engagées pour travailler dans ce domaine-là, puisque le codage, à ce moment-là, c'était un peu considéré comme du secrétariat, donc on le confiait à des personnes qui n'avaient pas de cerveau, puisqu'elles allaient pouvoir éventuellement se casser les dents sur cette nouvelle science, mais comme on ne savait pas du tout ce que ça allait devenir, ça n'avait aucune importance. Quand les hommes ont commencé à comprendre l'importance de l'arrivée de l'informatique et la révolution qui se préparait autour de cette technique, eh bien, ils ont pris les postes et les femmes ont petit à petit disparu dans la nature. Et les codeurs, pendant de nombreuses années, ça a été des hommes. Et donc, il me paraît vraiment important qu'on ne retourne pas à cette époque-là, qu'on ne refasse pas la même erreur et que les femmes ne s'écrasent pas devant l'intelligence artificielle. Et pour ça, on peut peut-être aller puiser dans l'histoire féministe, parce que vous savez qu'à chaque époque, il y a des femmes extraordinaires et ces femmes, souvent, elles sont enterrées sous le poids de l'histoire. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'en réveiller une, et pas des moindres, qui s'appelle Ada Lovelace. Ada Lovelace, c'est la fille du poète Lord Byron. Et c'est comme ça qu'elle est présentée. La réalité, c'est qu'elle est surtout la fille de Annabella Milbank, qui est une femme très intelligente, très cultivée, qui ne voulait pas épouser Lord Byron, mais qui a dû le faire, qui est tombée enceinte dans des conditions qu'on peut imaginer un peu catastrophiques, et qui donc a mis au monde la petite Ada en décembre 1815. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'après 4 tentatives de viol qui ont suivi l'accouchement d'Annabella et l'arrivée au monde de Ada, le divorce entre Lord Byron et Annabella a été prononcé quelques mois après la naissance de la petite fille et Lord Byron a alors disparu. Ce qui veut dire qu'on la présente souvent Ada Lovelace comme la fille de Lord Byron, ce qui est tout à fait vrai, mais en réalité elle a vécu avec son père très très peu de temps. Elle était toute bébé au moment où il a disparu de son existence. La vraie influence qui lui a permis de toucher à l'informatique, de toucher à ce qu'on n'appelait pas encore l'informatique, eh bien, elle est venue de sa maman. Parce que Annabella, elle adorait les parallélogrammes, figurez-vous, et Byron l'appelait même la princesse des parallélogrammes. C'est un surnom qu'il lui a donné pendant un certain temps où ils se sont fréquentés. Et en fait, c'est elle, Annabella, qui va faire en sorte que les tuteurs d'Ada lui donnent une éducation approfondie en mathématiques et en sciences, et puis qui lui permettent d'accéder à toutes ces matières qui étaient bien sûr totalement inaccessible pour les filles à cette époque-là. Vous vous souvenez, on ne leur apprenait même pas à lire. Donc imaginez si on commençait de leur apprendre les maths, c'était inimaginable.
Et donc, en 1832, Ada, elle va rencontrer une éminente chercheuse, une autrice scientifique importante qui s'appelle Mary Somerville. Et c'est elle qui va l'aider et qui va l'encourager à progresser en mathématiques. Donc c'est intéressant de savoir quand même que cette petite Ada, c'est pas son père illustre, connu dans les grands livres de littérature et d'histoire, qui s'appelle Lord Byron, qui l'a influencé, même si c'est que de lui dont on parle en général, mais c'est bien sa mère et l'entourage de sa mère qui lui ont permis d'accéder à un personnage qui s'appelle Charles Babbage. Et Charles Babbage, c'est lui qui a inventé la première machine à calcul, ce qu'on appelait à l'époque la machine analytique. Et c'est là-dessus que Ada Lovelace va pouvoir commencer de noter des algorithmes qui sont destinés à cette machine. On peut donc dire que Ada, c'est la première codeuse de l'histoire. C'est la première programmeuse. Ada, elle avait compris qu'elle pouvait faire beaucoup plus que des calculs, que cette machine qu'elle était en train de contribuer à créer, on allait pouvoir lui faire traiter du langage, on allait pouvoir lui permettre de composer de la musique, de générer des idées, et que, en clair, ça allait bouleverser nos vies. Et Ada Lovelace, ça, elle l'avait compris. Donc un siècle plus tard, au moment où les femmes sont recrutées dans l'informatique en masse pour pallier justement au manque de personnel, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, Ada Lovelace, elle aurait été bien utile à ce moment-là pour rappeler aux femmes que les postes qu'elles étaient en train de prendre étaient les postes qui allaient changer la société. Mais malheureusement, Ada Lovelace était décédée depuis un certain temps à ce moment-là, et comme l'histoire a la mémoire courte, eh bien, les femmes ont fait les frais de cette grande révolution informatique. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire pareil. On ne va pas faire pareil. Donc toutes ces femmes qui disent qu'elles résistent à l'intelligence artificielle, qu'elles trouvent ça débile, dangereux, mauvais pour l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou Dieu sait quoi encore, en fait ce refus, c'est important qu'elles comprennent que c'est un piège. C'est un vrai piège. On ne peut pas refuser la révolution de l'imprimerie. On ne peut pas aller contre des révolutions sociétales, politiques, économiques, scientifiques aussi énormes que ce qui est en train de nous arriver. C'est impossible, il ne s'agit pas d'être contre, il s'agit de voir comment on peut en utiliser le maximum pour soi-même, à son propre bénéfice et au propre bénéfice de notre société. En fait, ce qu'on devrait dire, c'est l'intelligence artificielle, elle doit m'augmenter. Elle ne doit en aucun cas me gouverner. Et moi, j'en suis absolument persuadée. Tout ce que je fais avec l'intelligence artificielle, que je teste assez largement, c'est pour m'augmenter. C'est en aucun cas et jamais pour me gouverner. Il n'y a rien qui sort de mes chaudrons sans avoir passé par ma singularité, mon originalité, ma patte, ma plume, mon envie, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai pas envie de partager, etc., etc. Mais pour ça, eh bien, c'est important de comprendre comment elle peut être à notre service. C'est très simple. L'intelligence artificielle, ça doit être notre esclave. Et elle doit faire toutes les basses besognes qu'on n'a pas envie de faire. Ça veut dire corriger nos fautes, trier nos mails, résumer nos notes, planifier nos rendez-vous, automatiser toutes les tâches qu'on n'a pas tellement envie de faire dans notre vie. Tout ça, l'intelligence artificielle, elle peut s'en charger. C'est même son job. Et tout ce qui fait nos particularités, ça veut dire nos idées, nos visions, nos rêves, nos voix, ça ne peut que nous appartenir. Et donc, gardons ça, mais mettons au service de nos voix, de nos idées, de nos découvertes, l'intelligence artificielle comme pour les magnifier et non pas pour les dominer. Il me reste à vous poser une question. Qu'est-ce que vous aimeriez déléguer à l'intelligence artificielle si vous aviez possibilité de libérer du temps pour créer de nouvelles choses ? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir laisser tomber ? Comment vous pourriez l'utiliser à votre propre service ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour vous ? Dans un prochain épisode, on verra un autre aspect de l'intelligence artificielle qui me tient très très à cœur. C'est tout ce qui concerne les biais de genre dans ces algorithmes qui ont été fabriqués par des hommes et qui sont bourrés de références patriarcales. Et tout ça, mesdames, c'est à nous de pouvoir contribuer à le faire évoluer. Mais on en parle une autre fois. Et là, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à demain pour la suite de ces bulles.